Alors, bonjour. Comme vous remarquez, je ne suis pas de la région. J'habite dans le sud, le sud du Québec, mais en fait, tous les Québécois habitent dans le sud du Québec parce que, ou presque, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent dans le nord. Euh, alors, merci infiniment de me recevoir ici à Grenoble. Ça fait plusieurs années maintenant que je me promène un peu en France dans les différents Agilto. Je ne suis pas toujours conférencier, mais j'adore me promener, rencontrer des gens, manger des bons fromages, boire du bon vin. Ça vient avec. Alors, avant de commencer, remercions les sponsors. Et comme vous avez vu, moi, je suis de Kanban Québec. En fait, c'est une société que j'ai fondée en 2020. Mon but, ma mission, c'est de propager les bonnes pratiques du Kanban en français. Et il y a déjà quelques personnes qui le font aussi. J'ai vu Sébastien qui est ici avec nous, qui est de la région. Donc, donc c'est ça. Ma carrière a commencé il y a déjà un petit bout de temps, là, presque une trentaine d'années maintenant. J'ai commencé ma carrière. J'étais plutôt un développeur dans le domaine des sites Internet. Et pour moi, le début, c'était un peu ma première expérience. J'ai appris à travailler parce que dans cette entreprise-là, c'est comme ça qu'on faisait. Et ils faisaient un petit peu d'extreme programming. Donc, mais à cette époque-là, je n'avais pas vraiment de notion d'agilité ou de non-agilité. Donc, c'est plus tard que j'ai appris que la gestion conventionnelle, dite waterfall, existait. Et ensuite, j'ai eu ma première expérience Scrum. Ça a commencé autour de 2008 dans une organisation. Je suis devenu membre d'une équipe Scrum. Puis, on a fait ça pendant... en fait, je suis resté avec eux pendant 3 ans. Donc, on a fait probablement, je dirais, une bonne soixantaine de sprints à l'époque la première année était un peu moins agile, mais disons que les 2 dernières années étaient relativement bien ficelées. Et je vais vous en reparler un peu de cette expérience-là. C'était assez intéressant. Par la suite, je suis devenu Scrum Master, pas nécessairement à temps plein à 100 %, donc parce que j'avais été d'abord embauché comme développeur. Je suis allé faire la certification Scrum Master en 2011. Puis j'avais à ce moment-là une équipe distribuée à l'international. Donc, c'était pas simple, mais ça fonctionnait un peu. Du moins, j'y mettais de l'effort. Et plus tard, en 2015, en fait, j'ai décidé de me réinventer, de devenir coach agile. Et c'est seulement qu'à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que l'agilité, qu'est-ce qu'il y a au-delà du Scrum. Et c'est là que j'ai commencé à étudier le Kanban. Et en 2017, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux certifications. Et je suis devenu formateur accrédité de la Kanban University. Et j'ai commencé à enseigner. Et j'ai fondé Kanban Québec en 2020, juste, en fait, 10 jours avant le lockdown. Donc, je quitte mon emploi le 29 février et je décide de partir une entreprise. Et là, tout s'arrête. Mais ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis aussi d'accéder à un marché que je n'avais pas, c'est-à-dire la France. J'ai commencé à avoir à ce moment-là des demandes depuis la France et j'ai commencé à donner de la formation à distance, autant au Québec qu'en France. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, mais je me suis intéressé à propager les pratiques en français parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Kanban en français. Et je m'efforce de faire les traductions et tout ça. Et ça prend du temps. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous partager un peu mes idées. Ça fait un bon bout de temps que je pense à cette... je finis ma présentation. Peut-être que vous ne m'avez pas reconnu parce que je ne suis pas habillé comme d'habitude. Je me suis déguisé en conférencier aujourd'hui. Mais normalement, je suis un pirate et je participe au podcast comme co-animateur Go Pirate. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite. Il y a un QR code qui vous amène sur notre site. Puis vous pouvez aller sur YouTube ou... Spotify ou toutes les plateformes de podcast. Donc, mais aujourd'hui, j'ai enlevé mon chapeau de pirate. Je me suis déguisé en conférencier et
Je veux m'adresser à vous. Je veux vous partager ces éléments de cette conférence. En fait, pourquoi les transformations agiles échouent. Ça fait un bout de temps que je pense, que je réfléchis à faire cette conférence et c'est la première fois que je la donne. Et donc, je suis vraiment honoré d'être ici avec vous, en plus dans l'auditorium. Donc, merci beaucoup de m'accueillir et allons-y. Donc, comment échouer sa transformation ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et j'ai deux avertissements. Premièrement, je ne pourrai pas régler tous vos problèmes de transformation agile aujourd'hui, malheureusement. Ben, je ne dis pas non plus que toute transformation agile est vouée à l'échec. Donc, c'est possible que ça fonctionne, mais je vais vous donner des éléments que moi, j'ai observés dans ma carrière de coach là, depuis 2015. Des éléments qui font que je ne suis pas certain qu'on va se rendre jusqu'au bout ou ça va être très, très long. Donc, la grande question, est-ce qu'il va nous casser les pieds avec Kanban? Un peu. Mais pour moi, l'agilité, ce n'est pas à propos de l'agilité et le Kanban, ce n'est pas à propos du Kanban. Donc, quand on fait une transformation agile, le but, ce n'est pas d'installer l'agilité. Le but, ce n'est pas d'installer le Scrum, le Kanban. Le but, c'est de changer les choses dans l'organisation pour qu'elles soient mieux organisées, que la performance augmente, qu'on gaspille moins en termes de peut-être de perte de temps, parce que le temps, ben, c'est de l'argent. Donc, perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Et surtout, c'est de satisfaire des clients. Le but, c'est s'assurer que nos clients sont heureux, sont satisfaits et continuent d'acheter nos produits et nos services. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas à propos de l'agilité, c'est pas à propos d'installer l'agilité. Pourtant, il y a beaucoup de transformations qui sont conduites de cette façon-là. Et donc, pour atteindre ce qu'on appelle une agilité d'affaires, il faut transformer la culture organisationnelle, ce qui n'est pas une simple tâche. Donc, il faut faire évoluer l'organisation pour éventuellement augmenter sa performance. Et on va voir comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, la première raison, relativement simple, ne pas savoir pourquoi on fait une transformation agile. Donc, une transformation, c'est un changement majeur. Mais c'est quoi la raison d'être de ce changement-là? Pourquoi on fait ce changement? Et donc là, je vais pas m'attarder énormément sur ce sujet parce que probablement vous le connaissez, vous le maîtrisez déjà. Commencez avec le pourquoi de Simon Sinek. Start with why. Donc, c'est un petit peu la base. Hein? Ça nous prend une vision. C'est quoi la vision derrière notre transformation? Et Simon Sinek dit, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Donc, c'est la même chose avec la transformation. Si vous voulez que vos employés adhèrent à ce mouvement, mais ils n'achèteront pas le Scrum, le Kanban ou le Safe. Ils vont acheter, ils vont accepter et vous soutenir s'ils comprennent pourquoi et que ce pourquoi-là est engageant. Autrement dit, ça vous prend une vision. Donc, il faut commencer avec le pourquoi. Et en fait, Simon Sinek nous décrit ce qu'il appelle le Golden Circle, le cercle d'or. C'est pourquoi, comment et quoi. Et beaucoup d'entreprises vont définir leur vision en commençant par le quoi. Qu'est-ce qu'on vend? Ah, on est les meilleurs pour vendre tel ou tel produit. Mais imaginez un mouvement, par exemple, la Révolution française. Imaginez que vous êtes chez vous à l'époque de la Révolution. Probablement que vous n'avez pas beaucoup de nourriture, vous avez des enfants malades, tout ça. Quelqu'un vient cogner à votre porte et vous dit « Hey, suis-nous! Suis-nous, nous, on aime ça couper des têtes. On est bon pour couper des têtes. Viens couper des têtes avec nous. » Ah, c'est pas très engageant. Non, j'ai pas vraiment envie de me lever de ma chaise. Mais si plutôt on dit, ben nous, on croit que faut transformer notre société. Il faut mettre fin à l'absolutisme monarchique. Il faut créer une société où tous les citoyens seraient égaux devant la loi. Et nous devons forger une nation unie où les citoyens se reconnaîtraient dans un projet commun. Allez, viens couper des têtes avec nous. Ah, c'est beaucoup plus engageant.
Donc, voilà, c'est ça. Une transformation agile, c'est un mouvement, ça prend une vision derrière. Il faut communiquer cette vision. Est-ce que chez vous, je me retourne vers vous, est-ce que vos leaders ont une vision de la transformation? Est-ce qu'ils la communiquent, cette vision? Non? J'ai entendu non. Est-ce qu'il y a des oui? Oui, un peu, quand même. Bon, une personne sur 50, c'est bon. Alors, pourquoi faire une transformation agile? Mais évidemment, on ne le fait pas parce que les autres le font, on ne le fait pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, on ne le fait pas parce que c'est pour mieux contrôler les équipes, pour changer de priorité plus souvent. On le fait parce que on veut être numéro un dans notre domaine. Mais pour ça, il faut pouvoir changer rapidement aux besoins du marché. Dans le monde moderne, le marché évolue très rapidement. Et donc, pourquoi on adopte l'agilité? C'est parce qu'on est dans un état où notre organisation, on juge qu'elle n'est pas assez rapide. On veut faire face plus rapidement au changement. Et donc, si vous posez la question à 3 employés différents dans votre organisation, est-ce qu'ils sauront vous donner une vision identique de la transformation? Probablement pas. Et donc, la solution à ça, il y a une question puissante. C'est quand on fait un changement, on le fait au service de qui? Donc, c'est la question la plus puissante à se poser en agilité. Toutes les décisions qu'on prend, il faudrait se poser la question, on le fait au service de qui? Et donc, la transformation, on le fait au service de qui? Est-ce qu'on le fait pour simplement satisfaire nos actionnaires, les propriétaires d'entreprise, les employés? Ah, peut-être les clients. Peut-être qu'on veut faire cette transformation pour être capable de satisfaire nos clients plus rapidement, avec plus de valeur. Et ne pas se faire dépasser par la compétition. Donc, pourquoi on le fait, mais surtout au service de qui? Donc, gardez ça en tête, ça vous prend une vision. OK, le deuxième point, c'est le manque de leadership et le manque d'alignement. Donc, ça va un peu ensemble. Le leadership, c'est la direction, puis l'alignement, c'est s'organiser que tout le monde suive cette direction. Donc, quelle forme de leadership guide votre transformation actuellement? Est-ce que vous connaissez les formes de leadership? Évidemment, je vais vous en parler. Imaginez que vous avez des agilistes, vous avez un groupe d'agilistes. Comment on fait pour aligner tous ces gens qui font preuve de leadership et qui n'ont peut-être pas la même vision de la transformation parce que la vision n'est pas claire? Il faut les aligner. Il faut justement, on commence avec la vision, puis ensuite, il faut s'organiser que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais pour ça, il faut faire preuve de leadership. Et je reviens avec M. Sinek, qui a écrit d'autres livres, dont celui-ci, Les vrais leaders se servent en dernier. C'est vraiment un très bon ouvrage qui parle de leadership, justement. Le leadership dans l'organisation est super important et c'est à tous les niveaux de l'organisation, pas seulement en haut. Donc, il dit dans ce livre-là, il dit, dans le fond, les grands leaders ne nous inspirent pas seulement confiance en ce qu'eux peuvent faire, mais ils nous donnent confiance en nous par rapport à ce que nous pouvons faire. Donc, c'est ça, un leader. La définition d'un leader, c'est quelqu'un qui crée d'autres leaders. Donc, évidemment, c'est pas la même chose qu'un manager. Leader, manager. Ça ne veut pas dire que la même personne ne peut pas faire les deux rôles, mais il y a une distinction à faire. Donc, il y a 4 formes de leadership. Il y a le leadership par l'exemple, par l'inspiration, par le signalement et par la direction. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, le leadership par l'exemple, c'est « faites ce que je fais ». Puis, un exemple de ça, c'est Florence Nightingale. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une Anglaise qui est née, qui est née en Italie, mais de parents britanniques. Et c'est elle qui a inventé le métier d'infirmière. Et donc, elle a vraiment déterminé que, bon, les patients, il fallait nettoyer les draps, nettoyer les plaies, changer les pansements et tout ça. Et donc, elle a créé ce mouvement-là. Et d'ailleurs, elle a étudié en partie en France.
Donc, elle est super importante dans l'histoire de la médecine et surtout du métier d'infirmière. Et donc, elle était vraiment dans ce mode, là, faites ce que je fais. Et quelques exemples, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre d'un leader de ce type-là? C'est vraiment quelqu'un qui va faire en premier ce qu'il demande aux autres de faire. Il est exigeant envers lui-même autant qu'il l'est envers les autres. Il va incarner la vision dans ses décisions. Puis il va gérer la pression sans lâcher son intégrité. Donc, ce n'est pas parce que ça va mal qu'on abandonne nos principes et nos valeurs. Le leadership par l'inspiration, peut-être vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc. Dans le fond, c'est vraiment ancré dans les croyances religieuses de l'époque. Croyez ce que je crois. C'est vraiment une jeune femme, je pense qu'elle avait 13, 14 ans. Donc, l'idée, c'est qu'elle elle avait des visions et tout ça. Et il est arrivé en quelque sorte quelques miracles qui ont fait que sa mission, tout le monde voulait la suivre dans sa mission. Et elle a réussi. Donc, c'est un leader qui a quelque chose, il travaille au quotidien, mais pour quelque chose de plus grand que lui-même. La personne est capable de décrire le futur, donc le futur souhaité de manière concrète, imagée, motivante. Et c'est un leader qui va incarner une énergie qui est contagieuse, donc qui va vraiment rassembler les gens. Et qui va utiliser un langage avec précision. Donc, on va parler d'un langage axé vers le futur. Un leadership par le signalement, c'est remarquer ce que je valorise. Donc, j'ai pris ici l'exemple de la reine Élisabeth, donc la photo qui est là, c'est lorsqu'elle c'est un discours sur le Brexit. Et si vous remarquez son habit, elle est habillée en bleu avec des petites étoiles jaunes sur son chapeau. Autrement dit, son signalement, c'était mais qu'avez-vous fait? Donc, elle signale par son habit. Et elle a fait ça souvent dans son règne, c'est-à-dire s'habiller avec des couleurs qui représentaient un peu son idéal, le fond de sa pensée. Et donc, l'idée, c'est, par le signalement, c'est que c'est un leadership qui n'est pas direct. On va utiliser des exemples, on va utiliser le langage, les discours, tout ça, mais c'est toujours cohérent entre le comportement, les discours. Autrement dit, c'est un peu presque comme montrer l'exemple, mais indirectement. C'est qu'on va mettre en lumière, entre autres, les bons comportements. On va signaler aux autres les valeurs à suivre. Et parfois, ben, si c'est bien fait, les gens vont adhérer et vont suivre aussi. Et finalement, le leadership par la direction. Donc ça, c'est vraiment le commandement. C'est faites ce que je dis. Parfois, c'est nécessaire. On parle souvent d'agilité, qu'on veut des équipes autonomes, autogérées, qui s'organisent tout seuls. Mais parfois, dans une transformation, il faut prendre des décisions et trancher. Donc, c'est ce que ce type de leader va faire. Donc, il va fixer une direction claire, il va trancher, il va aussi aligner les moyens avec les priorités. Donc, souvent, des dirigeants de plus haut niveau qui décident des budgets et tout. Bien, à ce moment-là, ça nous prend des personnes qui ont justement ce moyen de prendre des décisions. Et je me retourne vers vous. Dans votre organisation, est-ce que les comportements de vos leaders sont alignés avec la vision de la transformation? Est-ce qu'ils soutiennent la transformation? Un peu? Pas tout à fait. Donc, la solution, ou une piste de solution, c'est les leaders doivent être les premiers formés à l'agilité pour comprendre qu'est-ce que ça implique. Et ils doivent être accompagnés eux aussi. Malheureusement, dans beaucoup de transformations agiles, c'est les équipes qui sont accompagnées. Mais la haute direction, eux, il n'y a rien. Parce que ça ne les concerne pas ou ils ne se sentent pas concernés. Mais l'agilité, c'est à tous les niveaux. La troisième raison, c'est conduire la transformation en tant que projet. Donc ça, je l'ai vu dans plusieurs organisations. Pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la transformation pourrait être gérée comme un projet? Bien, c'est une question de financement.
C'est que la seule façon qu'on connaît de mettre de l'argent dans une transformation comme ça, c'est-à-dire embaucher des consultants et tout, ben budget égale projet. Donc, c'est une façon comptable de gérer l'argent. Mais le problème d'un projet, c'est que généralement, on a un état initial puis un état final, avec potentiellement des dates butoirs. Ah, à telle date, tout le monde va être formé agile, puis à telle date, on va être agile. Des fois, il y a plusieurs dates butoirs. À telle date, tout le monde va être formé. À telle date, on démarre les équipes, puis à telle date, on est agile. Mais ça ne marche pas comme ça, l'agilité. Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un projet avec une finalité. C'est comme si, en fait, puis là, c'est vraiment une question de langage, et j'ai fait exprès, il faudrait éviter le mot transformation, parce que le mot transformation implique que ce qui existait avant n'existe plus. Mais ce n'est pas vrai. Il restera toujours des éléments de l'entreprise qui n'auront pas changé. La transformation, ça implique une date de fin. Mais l'agilité n'a jamais de fin. Quand est-ce que vous allez terminer votre amélioration continue? On n'imagine jamais. Donc, ce n'est pas une transformation, ce n'est pas un chantier, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un événement ponctuel. Et surtout, ce n'est pas séparé du travail au quotidien. Mais je peux vous dire que j'ai vu, et je vais vous l'illustrer. Un virage agile, c'est comme un virage santé. Donc, quand on dit, ben, je veux devenir plus en santé, je vais manger plus de légumes, je vais arrêter de fumer, je vais faire de l'exercice. Bien, une approche mal gérée, linéaire, avec des dates butoirs, c'est à partir du 31 mars, je mange que de la salade. À partir du 1er septembre, je vais courir 40 km par jour. Et à partir du 31 octobre, je vais être en santé. Donc, évidemment, ça n'existe pas. On ne peut pas faire un virage santé comme ça avec des jalons. Une autre façon de mal gérer son approche, c'est l'approche en parallèle. C'est-à-dire, ben, je vais manger comme avant, mais je vais rajouter une salade. Je vais faire les mêmes activités qu'avant, c'est-à-dire regarder la télé toute la journée, puis une fois par mois, je vais faire un marathon. Puis au 31 octobre, je vais être en santé. Donc, ça, je l'ai vu directement. C'est la dame qui me dit, mais tu sais, Pierre, l'agilité, c'est très lourd parce qu'on dédouble tous les meetings. Comment ça? Bien, parce que je suis dans mon équipe et à côté, je suis dans une équipe de transformation agile qui réfléchit à transformer l'équipe principale. Mais ça ne fait aucun sens. L'approche agile, ça implique qu'on change nos façons de travailler. Ce n'est pas à côté, ce n'est pas séparé du quotidien de l'équipe. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas un changement linéaire, c'est un changement on peut faire des progrès et on peut régresser. Parfois, on fait des bons coups, parfois, on fait des mauvais coups. Et ce n'est pas toute l'organisation qui avance à la même vitesse en même temps. Donc, un virage agile, c'est d'abord et avant tout un changement de mentalité dans la façon de gérer le travail qui doit guider l'évolution des façons de travailler et le but, c'est d'atteindre des meilleurs résultats. Et donc, je repose la question, quand est-ce que l'amélioration continue dans votre entreprise sera terminée? Bien, la réponse, c'est on espère jamais, parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Et donc, de gérer un virage agile comme un projet, c'est en quelque sorte, ça ne fait aucun sens. Donc, piste de solution, les leaders de l'organisation, encore une fois, doivent être les premiers à être formés à l'agilité parce qu'ils doivent comprendre que ce n'est pas séparé du quotidien des équipes. Et oui, peut-être que ça va coûter, mais c'est plus peut-être un budget opérationnel et non pas un budget de projet qui doit gérer, qui doit être utilisé pour financer la transformation, ou c'est-à-dire le virage agile. OK, la raison numéro 4, et là, ça commence à devenir intéressant, c'est se focaliser ou focaliser la transformation sur la création d'équipes agiles.
Donc là, vous allez me dire, ouais, mais là, on fait une transformation agile, ça prend des équipes agiles. Mais est-ce que la structure organisationnelle de l'entreprise est un gage de succès? Probablement pas. Et les équipes, incluant les équipes agiles, ce sont des éléments, des constructions artificielles de l'entreprise. Ce n'est pas ça qui fait qu'on est bon ou moins bon, meilleur que nos compétiteurs ou moins bon que nos compétiteurs, avec des clients plus ou moins satisfaits. C'est sûrement pas la structure organisationnelle qui est la cause de ça. Donc, dans une structure, et là, j'ai été ici un peu généreux, j'ai fait une structure avec seulement 1, 2, 3, 4, 5 couches. Mais j'ai vu des entreprises, des ministères avec 7 couches organisationnelles. Peut-être qu'il y en existe à 8 couches, je ne sais pas. Mais ça fait beaucoup de monde au-dessus des travailleurs. Donc, on a en haut, on a le président et les vice-présidents. Ensuite, on a les managers principaux. Ensuite, les managers intermédiaires. Et finalement, les travailleurs. Et qui doit gérer la transformation? La plupart du temps, c'est les gestionnaires ou les managers intermédiaires, ceux qui sont ici. Souvent, c'est eux qui ont la patate chaude de gérer la transformation parce que ceux qui sont en haut ne se sentent pas concernés nécessairement. Ils donnent l'ordre, devenez agile, débrouillez-vous, voici du budget, débrouillez-vous. Donc là, on forme les gens, les managers intermédiaires, on forme les équipes potentiellement, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on commence où? Où est-ce qu'on doit installer l'agilité en premier? Est-ce que c'est seulement les équipes IT? Ou en fait, pardon, ça avance trop vite. Ou toutes les équipes? Et ensuite, un autre élément, c'est, puisqu'on veut avancer avec cette agilité-là, il faudrait mesurer la maturité agile des équipes. Mais l'équipe agile, on le fait au service de qui? Donc, je reviens avec ma question. C'est au service de qui qu'on fait des équipes? Donc, évidemment, on veut organiser les gens. L'agilité, c'est souvent axé sur équipe agile parce qu'on dit, ça prend une équipe dédiée, multidisciplinaire, qui travaille avec un product owner, un scrum master. Donc, on a comme une structure et on essaie de copier-coller cette structure-là un peu partout au niveau des travailleurs. Mais si je vous disais que, en réalité, Scrum, c'est une forme de Kanban. Parce qu'en Scrum, on dit, on fait une équipe, on a un tableau, on a un backlog, product owner, on fait des itérations. Mais en réalité, c'est on visualise le travail. C'est la première pratique Kanban. 2, on va limiter le travail en cours. En Kanban, on le fait avec des limites sur les colonnes. En Scrum, on le fait avec la vélocité de l'équipe. C'est une autre façon de limiter le travail en cours. Ensuite, on dit il faut gérer le flux de travail. 3e pratique Kanban. Donc là, en Kanban, ça implique quoi? On regarde les résultats, on regarde les métriques, on regarde le diagramme de flux cumulé, on regarde le débit, le throughput en anglais, le lead time. On n'a pas ça nécessairement en Scrum, mais on a des équivalences. On va regarder, entre autres, la vélocité. On va essayer de se projeter dans le futur. Ce n'est pas tout à fait aussi précis, mais la vélocité, en réalité, c'est une forme de débit, de throughput. En Kanban, on va dire combien d'items je livre par semaine. En Scrum, on va dire c'est quoi ma vélocité par sprint. Mais la vélocité qui est en point relatif, c'est une échelle qu'on a assignée à nos items. Donc, si on a livré pour 50 points, peut-être c'est 15 items. Donc, en Kanban, on dirait on a un débit de 15. Mais en Scrum, on dit on a une vélocité de 50. Ça veut dire que si on veut faire 50 points à chaque sprint, le nombre d'items va varier d'un sprint à l'autre.
Mais c'est ce qui arrive aussi en Kanban. Le nombre d'items va varier d'un sprint à l'autre parce que tout n'a pas la même valeur. Donc, on gère le flux comme ça. On s'organise pour finir ce qu'on a commencé. On s'organise pour livrer les choses qui sont terminées. Et ce qui n'est pas terminé à la fin du sprint, on n'a comme pas le choix. On va le repousser au prochain sprint ou bien on réorganise nos priorités. Ensuite, rendre les politiques explicites. La 4e pratique Kanban, en Scrum, on le fait. On se donne des règles d'équipe. On a une définition de prêt, definition of ready. On a la définition de terminé, la definition of done. Ça fait partie des politiques qu'on va rendre explicites parce qu'on va les communiquer à tout le monde. Ensuite, on va implémenter des boucles de rétroaction, la 5e pratique Kanban. Vous les connaissez, la revue, la rétro, la mêlée ou le Scrum. Donc, ce sont les boucles de rétroaction. C'est la 5e pratique Kanban. Et finalement, l'ensemble de tout ça, c'est de s'améliorer de façon collaborative et évoluer de façon expérimentale. Donc, c'est exactement ce qu'on fait avec les revues, les rétros. On apprend du passé, on se remet en question, on met en place des initiatives d'amélioration et on le fait à tous les sprints. Donc, essayer de mettre en opposition des frameworks en agilité, ce n'est pas une bonne idée. Mais pourtant, quand on fait une transformation, souvent, on essaie de faire un one size fits all, c'est-à-dire tout le monde pareil, tout le monde équipe Scrum, des sprints de 3 semaines, tout le monde pareil. Comme si c'était deux produits. Comme si c'était 2 produits, puis là, peut-être que l'image ici vous parle. Personne n'a entendu parler du combat du siècle entre Betamax et VHS? Non? Ah, vous êtes trop jeune. Dans les années 80, on n'avait pas de CD. OK, vous ne connaissez pas c'est quoi un CD? Dans les années 80, on n'avait pas de clé USB, on n'avait pas de streaming. On avait des cassettes, c'est-à-dire des bandes magnétiques dans une boîte. Et on avait un lecteur. Et donc, il y avait, à cette époque-là, en fait, c'est analogue. Hein, on est loin du numérique. On n'avait même pas l'Internet à l'époque. Et donc, il y avait ce combat, mais ce combat en 2 formats différents, VHS, Betamax. Apparemment que Betamax était meilleur. Mais VHS a pris le dessus parce que c'est devenu plus populaire, pour je ne sais pas quelle raison. Mais l'idée, c'est ça, c'est que l'agilité, ce n'est pas un combat comme le VHS, le Betamax, c'est devenu, si on veut, des normes comme USB, USB-C, quoi d'autre, le Wi-Fi, le Bluetooth, c'est des normes, c'est des protocoles. Et ça, il faut le normaliser, il faut le standardiser. Mais l'agilité, il n'y a pas de standard, vraiment. Il faut juste prendre les bonnes décisions pour le contexte. Et donc, ce n'est pas un combat. Il n'y a pas d'opposition à faire entre des frameworks. Et lorsqu'on fait une transformation agile, souvent, on adhère à un seul framework, tout le monde pareil. Mais ça, c'est une erreur. Il faut découvrir nos flux de valeur dans l'organisation. On le dit toujours en agilité, il faut livrer de la valeur, souvent et en continu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, livrer de la valeur? La valeur pour qui? Donc, il faut découvrir nos flux de valeur. Et le flux de valeur, c'est quoi? Il y a un client qui a un besoin, il en fait la demande, et au final, de l'autre côté, le besoin est comblé. On l'espère. C'est ça qu'on fait dans notre organisation. On veut combler les besoins de nos clients. Donc, la demande arrive et va passer à travers probablement plusieurs, ce qu'on appelle des flux de travaux, ou un ou plusieurs flux de travail. Et là, mon clicker ne fonctionne pas bien. Donc, imaginez que de la demande à la livraison, il y a plusieurs segments dans l'organisation, plusieurs équipes potentiellement, et c'est ce qu'on appelle des flux de travail. Je n'ai jamais
décider est-ce que je dois dire des flux de travail ou des flux de travaux, mais bon, c'est pas grave, je vais m'échapper une fois de temps en temps. Et donc, dans l'organisation en tant que telle, de la réception de la demande à la livraison du côté client, c'est probablement plus comme un spaghetti que quelque chose de linéaire. C'est pas linéaire. Il y a des embranchements, il y a des fusions, et c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on sert notre client. Et ça se peut qu'à travers ça, il y a des équipes que des individus hyper spécialisés qui ne sont pas des équipes ou qui ne font pas partie d'équipes. Ça se peut qu'on a aussi des dépendances extérieures à l'organisation, des prestataires de services qui nous aident dans nos flux de valeur. Donc, c'est ça qu'il faut découvrir dans l'organisation. Et donc, ma prochaine question pour vous, c'est est-ce que vous connaissez dans votre entreprise les flux de valeur? Est-ce que vous avez fait l'exercice d'essayer de les trouver, de les découvrir? Non? Donc, la piste de solution, c'est l'équipe agile, ce n'est pas un gage de succès. Il faut découvrir et agiliser les flux de valeur et les flux de travail, mais surtout, ça marche mieux ici. Bon. Surtout, il ne faut pas essayer de standardiser l'agilité. Il ne faut pas essayer de standardiser l'agilité. Il ne faut pas essayer de tout le monde pareil. Tout le monde pareil, c'est comme de dire, vous savez, en France, on a un seul vin rouge. Vous voulez du vin? Oui, vin rouge. Pourquoi? Pourquoi standardiser? Pourquoi? C'est humain. On est à l'échelle humaine quand on fait de l'agilité. On n'est pas dans des processus. On va agiliser le travail autour des processus. Mais parfois, on a besoin de Scrum, parfois, on a besoin de Kanban et parfois, on a besoin d'autres choses. La raison numéro 5, ne pas faire la différence entre un produit et un service. Parce que quand on fait un virage ou une transformation agile, on parle souvent d'un virage produit. Et donc, qu'est-ce qu'un produit, en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'un produit? Parce que dans votre organisation, toutes les équipes ne sont pas des équipes produits, nécessairement. Et si je reviens à la question, qu'est-ce qu'un produit? En fait, tout peut être à la fois un produit ou un service. C'est vraiment comment on le consomme, comment l'entreprise livre cet élément-là. Par exemple, vous allez au supermarché, vous pouvez acheter de l'eau en bouteille ou vous arrivez à la maison et vous pouvez utiliser l'eau de l'aqueduc. Vous pouvez acheter une voiture ou vous pouvez prendre le taxi. Techniquement, n'importe quoi peut être à la fois un produit d'un point de vue et un service de l'autre. Et je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter ma première fois avec Scrum. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en février 2008. J'ai commencé à travailler pour cette entreprise qui s'appelle Canoë, dont ils avaient un portail qui s'appelait le portail Canoë. Donc, c'est vraiment un trait canadien, québécois. D'ailleurs, Canoë, c'est un acronyme pour Canadian Online Entertainment. Et Canoë s'était élargi par des fusions, des acquisitions. Ils avaient acheté un site qui s'appelle jobboom.com, qui est un site d'emploi, qui était très, très populaire dans les années, fin des années 90, début 2000, jusqu'à... En fait, moi, j'ai travaillé avec eux de 2008 à 2011. Et je crois qu'en 2013, ça a été vendu à une autre entreprise. Donc là, je vous montre ici, c'est le portrait du portail, la page principale de Jobboom à l'époque, lorsque moi, je travaillais avec eux. Et c'est là que j'ai eu ma première expérience Scrum. En fait, quand j'ai joint Canoë, on m'a mis dans l'équipe Jobboom et Jobboom n'était pas en agilité à ce moment-là. Et environ une année plus tard, on s'est fait former à Scrum et on a formé l'équipe
l'équipe Scrum. Donc, on était une dizaine de personnes, développeurs, intégrateurs. Si je me souviens bien, on avait une personne d'assurance qualité, puis peut-être qu'on avait un graphiste qui était externe. Mais l'idée, c'est que nous, en Scrum, on développait JobBoom comme un produit. On avait un product owner, enfin, on en avait même plus qu'un, mais bon, ça, c'est une autre sorte de dysfonction. Mais on avait un product owner, on avait un backlog et on développait sprint après sprint les nouvelles fonctionnalités. En fait, c'est que le site web, au moment où je vous parle, en 2009, il existait déjà depuis 10 ans. Donc, 2009, donc ça veut dire qu'il avait été développé fin des années 90. La technologie était relativement ancienne, avec peut-être plein de mauvaises programmations. La base de données, c'était Oracle 7. Et on avait de la difficulté à recruter des gens parce que la technologie de la programmation, c'était du Perl. Et moi, j'étais un des spécialistes de programmation Perl à l'époque. Donc, on m'avait embauché pour ça, mais on a décidé de faire un virage vers une autre technologie, le PHP. Et donc là, on s'est dit, on va refaire le site au complet. On va garder seulement les fonctionnalités nécessaires. On ne développera pas ce qui ne sert à rien. Et on va le faire en Scrum. Donc là, on a parti, sprint de 2 semaines, tout ça, équipe dédiée. Nous, on était en mode produit. Mais les clients de JobBoom, c'est un site d'emploi. Donc, on a 2 utilisateurs. On a les employeurs qui veulent recruter et on a les candidats, les gens qui cherchent un emploi. Et c'est un peu comme un matchmaking. Donc, on a des employeurs qui affichent des postes disponibles et des gens qui postulent à travers le site. Donc, eux, ils utilisent le site web comme un service. Nous, on l'a développé comme un produit, mais eux l'utilisent comme un service. Donc, il faut vraiment réfléchir de la posture qu'on a dans l'organisation. Est-ce qu'on développe un produit? Est-ce qu'on livre un service? Est-ce que le consommateur ou le client achète comme un produit ou achète comme un service? En fait, tout ça est possible presque en même temps. Imaginez que je développe une application mobile. En fait, moi, j'ai une bonne idée, j'ai un peu de sous. Je décide d'embaucher une firme pour développer mon application mobile. C'est moi le product owner. Je crée mon backlog et j'embauche cette firme et eux, ils me prêtent une équipe. Peut-être qu'eux, de leur point de vue, ils développent mon application comme si c'était un produit. En fait, c'est une bonne idée de le faire comme ça. Mais par contre, eux me livrent le service de développer l'application pour moi. Et donc, c'est un peu ça qu'il faut voir dans l'organisation, c'est que votre organisation, c'est un écosystème, hein? C'est un système de systèmes. Et dans une livraison, vous avez, en fait, il y a 3 dimensions à l'organisation, mais dans une livraison, vous avez souvent la largeur, c'est le flux de valeur ou le flux de travail. De gauche à droite, ça commence avec un backlog, ça se termine avec une colonne terminée. Ensuite, vous avez la profondeur. Ça, c'est quand vous avez des dépendances. Et là, c'est intéressant parce que dans l'organisation, vous pouvez être à la fois client et fournisseur des autres équipes. Des autres flux de valeur ou flux de travail. Donc, parfois, durant votre développement, vous tombez sur une dépendance. Vous faites la demande à l'autre équipe qui est peut-être un service partagé. Imaginez l'équipe de cybersécurité. Donc, vous développez un site et il n'y a pas assez d'agents de cybersécurité ou de spécialistes de cybersécurité dans l'organisation pour en avoir un dans votre équipe. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez la demande à l'équipe de cybersécurité qui, eux, résoudent et vous débloquent. À l'inverse, ça se peut qu'une autre équipe vous fait une demande à vous. Campagne marketing, on a besoin d'une page sur le site. Donc, l'équipe marketing dépend de votre équipe web. Donc, il faut voir l'organisation comme un réseau. Et la 3e dimension, c'est la hauteur, c'est les niveaux de survol. C'est qu'on peut regarder
les flux de travaux à 3 hauteurs différentes. C'est-à-dire le bas, c'est la hauteur des opérations et des livraisons de produits ou services. Le niveau au milieu, c'est la coordination bout en bout. Donc ça, c'est quand il y a des dépendances entre les équipes, puis quand on a plusieurs équipes qui travaillent sur le même projet, produit ou service, peut-être. Et en haut, on a potentiellement la stratégie organisationnelle, qui serait le plus haut palier, où là, on a des morceaux probablement plus gros aussi, des projets ou des initiatives. Et on aurait potentiellement dans l'organisation jamais plus que 3 niveaux de tableaux comme ça. Et en bas, évidemment, en haut puis au milieu, c'est généralement des tableaux Kanban. En bas, ça peut être des équipes Scrum aussi. Il faut voir l'entreprise comme un réseau de services qui sont interdépendants et ensemble forment des flux de valeur. Et donc, la piste de solution ici, c'est qu'il ne faut pas standardiser le mode produit. Il faut aussi reconnaître l'existence de services et plus spécifiquement l'existence de services partagés. Maintenant, c'est quoi un service partagé? C'est un peu comme l'équipe de cybersécurité que je vous expliquais dans mon exemple. On n'en a pas assez pour faire un spécialiste dans chacune des équipes agiles. On va créer une équipe de services. Généralement, ils vont utiliser le Kanban et eux vont servir toutes les autres équipes qui en ont besoin. La mauvaise façon de faire, ça serait de dire, ben, OK, toi, spécialiste cybersécurité, tu vas être dans 4 équipes Scrum. Et donc, pointe-toi tous les matins dans 4 Scrum, 4 daily et 4 planning par semaine ou par sprint. Et donc là, la personne perd son temps dans des meetings qu'elle n'a pas besoin, plutôt que d'être centralisée dans son équipe de services partagés qui, elle, reçoit dans son backlog des demandes et va les livrer à ses clients internes. Donc, il ne faut pas standardiser le mode produit. Et la raison numéro 6, j'en ai seulement 6 aujourd'hui, il y en a sûrement plus, mais... Donc, c'est créer des nouveaux postes pour remplir les rôles agiles. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est autrement dit, c'est que ces rôles deviennent des postes dans l'organigramme de la société. Comment vous faites chez vous le recrutement des rôles agiles? Scrum Master, PO, Coach agile? Est-ce que vous recrutez à l'externe ou vous les formez à l'interne? Externe? Incluant les Product Owners? Maintenant, c'est quoi les conséquences de ça? Les rôles tels que PO et Scrum Master, si on revient à la base de l'agilité, on parle de chapeau. C'est des responsabilités que des gens dans l'organisation devraient prendre. Donc, ajouter des rôles en tant que poste officiel dans lequel il faut embaucher potentiellement des externes, ça va provoquer plusieurs dysfonctions. Puis on va regarder ça un peu ensemble. Donc, par exemple, le Product Owner, c'est peut-être le plus grand problème parmi cette façon de faire. C'est potentiellement une cause possible. Les décideurs n'ont rien compris au rôle du Product Owner et les activités du PO sont vues comme simplement des activités administratives. Donc, la conséquence, c'est que le PO n'a potentiellement aucun pouvoir décisionnel. Et quant à la direction de son produit, bien, il ne peut pas décider. Donc, il est en quelque sorte un scribe. Il va juste répéter ce qu'on lui dit de faire. Donc, si on le recrute à l'externe, c'est un problème grave. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans votre entreprise qui connaît votre produit ou votre service. Normalement, je veux dire, si c'est un produit que vous livrez déjà, il devrait y avoir des gens qui le connaissent, ce produit-là. Dans le fond, c'est ce que j'appelle l'effet Armageddon. Vous avez vu le film Armageddon? Donc, c'est un film aussi qui date un peu. Là. Bon, OK, je suis vieux, là, je l'avoue, là, mais bon. Donc, qu'est-ce qui est plus facile? Dans le film Armageddon, en fait, c'est qu'il y a une comète, je pense, ou un astéroïde qui fond sur la Terre et il décide d'envoyer
une navette pour que les astronautes puissent faire éclater en morceaux cet objet. Et donc là, selon vous, si vous n'avez pas vu le film, répondez à la question. Selon vous, est-ce que c'est plus facile d'enseigner à les astronautes à forer pour aller installer l'explosif au cœur de la comète, ou c'est plus facile d'enseigner à des foreurs à devenir astronautes? Ben oui, le premier. Mais c'est pas ça qu'ils font dans le film. Oh, spoiler, désolé. Donc, dans le film, on décide d'embaucher des foreurs et on les forme à être des bons astronautes pour ensuite les envoyer creuser un trou sur une comète. Et il y a... comment il s'appelle? En tout cas, il y a un acteur connu dans... Pardon? Oui, il y a Bruce Willis, mais l'autre, c'est Ben Affleck, c'est ça. Il a dit au directeur, Michael Bay, il a dit « Mais voyons, ça fait pas de sens. » Michael Bay, il a dit « Ta gueule. » Parce que sinon, on remet en question le film au complet, ça ne sert à rien. Donc, mais c'est un peu ça mon idée, c'est que si vous embauchez un PO à l'externe, puis vous le formez à comprendre votre produit que vous essayez de vendre à vos clients, c'est comme embaucher un foreur puis en faire un astronaute. Ça serait mieux de prendre un astronaute qui ne connaît pas votre produit, puis en faire un product owner. Donc, l'idée, c'est... Puis on va regarder ensemble quelques postes. J'ai regardé le week-end dernier pour le fun, pour cette conférence, j'ai regardé quelques postes de product owner en France. Et j'ai pu noter quelques éléments un peu bizarres. Par exemple, on dit ici, nous recherchons un product owner dans une équipe composée de... Et là, dans l'équipe, il y a 5 DevOps et 2 DevOps d'une autre technologie. IAC, en passant, ça veut dire Infrastructure as Code. Autrement dit, c'est de la virtualisation. Et donc, sur la première ligne, ça dit une équipe. Puis après ça, sur la deuxième ligne, ça dit 2 équipes. Un peu plus bas, ça dit 2 équipes. C'est la même structure, mais 2 équipes. Autrement dit, bien, ces gens-là, ils travaillent en silo. C'est 7 personnes dans un groupe qui n'est pas une équipe, qui pourrait être un service partagé, probablement. Et plus bas dans l'annonce, ça dit compétences et expériences souhaitées, project management. Donc, ça ne sonne pas beaucoup agile. Il y en a un autre ici qui dit vous assurerez la bonne compréhension des exigences du client, blablabla, et à définir la vision produit. Donc là, ça veut dire qu'on a besoin d'un PO pour un produit existant, mais on n'a pas de vision pour ce produit-là. Donc, on va se fier à quelqu'un de nouveau pour créer la vision du produit. Donc, on n'a pas de vision, mais peut-être vous allez pouvoir nous aider à en trouver une. Et en plus bas, on dit, bien, vous animerez les réunions en lien avec l'agilité. Donc, autrement dit, c'est des responsabilités du Scrum Master qu'on veut imposer à quelqu'un qu'on embauche en tant que PO. Peut-être qu'on veut sauver des sous. Hein? Peut-être qu'un PO, c'est suffisant. On n'a pas besoin de Scrum Master. On va s'en faire une troisième. Donc, ici, on dit, entre autres, OK, prenez en charge la définition de la vision produit. Encore une fois, on ne connaît pas notre produit. Animer les rituels agiles, encore une fois, responsabilité du Scrum Master. Et collaborer étroitement avec les équipes design, développement et data pour garantir l'alignement de tous autour des objectifs de livraison de valeur. Donc ici, les équipes sont en silo, mais ça sera votre responsabilité de faire le pont entre ces spécialités. Et donc là, on se retrouve dans un monde pseudo-agile. On recrute un PO pour essayer de sauver les meubles. Selon l'évolution du product owner, idéalement, on a un product owner qui est entrepreneur. Donc, c'est un product owner, c'est une personne qui connaît la vision du produit, qui invente le produit, qui écoute les parties prenantes et les clients et qui va modeler le produit à travers son équipe de développement en priorisant dans son backlog. Il y a une interaction avec l'équipe pour comprendre les aspects technologiques et il y a une interaction avec les parties prenantes pour comprendre les besoins.
Donc, ça, l'idéal, c'est l'entrepreneur, mais ça part à gauche complètement, là, c'est le scribe. Donc, le scribe, c'est le product owner qui fait juste retranscrire ce que quelqu'un d'autre lui dit. Ensuite, on a le proxy. Le proxy, c'est quoi? C'est qu'on a un PO qui n'est pas disponible, il est ailleurs. Donc, avec l'équipe, on va asseoir quelqu'un qui va faire le pont. À partir du milieu, c'est le représentant des affaires. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment plus du côté business, comme on dit. On a le IT, souvent, on a le business de l'autre côté. Et donc, cette personne-là vient du côté business, vient nous voir. Parfois, il n'est peut-être pas disponible tout le temps, mais il vient nous voir. Le quatrième, le sponsor, ça serait quelqu'un qui non seulement vient du côté des affaires, mais aussi c'est lui qui décide des budgets. Donc, il va nous financer, il va décider où est-ce qu'on met les efforts en termes d'argent. Et l'entrepreneur, bien là, c'est comme je dis, c'est comme plutôt un intrapreneur. Qui n'est pas externe à l'entreprise, il est employé d'entreprise, mais il va prendre un peu le rôle comme s'il était le vrai propriétaire du produit et il prend beaucoup de décisions. Donc, imaginez si vous embauchez quelqu'un à l'externe qui a des super bonnes idées d'un produit, puis vous en faites votre produit. Bien, c'est peut-être un non-sens. OK, je vais passer au poste de coach agile. Donc, dans beaucoup d'organisations que j'ai vues, on veut sauver des coûts parce que les prestataires, ça coûte cher. Donc, on veut embaucher des employés coach agile. Et dans certains milieux, un milieu où j'ai vécu cette situation, un milieu syndiqué. Donc, qu'est-ce qui arrive quand le milieu est syndiqué? Bien, si on ouvre des nouveaux postes dans l'organisation, par exemple coach agile, ben, c'est mal vu d'embaucher plein de consultants. Donc, potentiellement, il faut offrir ces postes de coach agile à des employés existants. Mais le problème, c'est que qui a priorité sur cet emploi? C'est les plus anciens. Mais donc, les plus anciens, par exemple, Mario ici, ça fait 30 ans qu'il travaille dans la boîte. Il n'a jamais rien connu d'autre. Versus peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune, qui a 20-25 ans d'expérience, mais qui a vu une panoplie d'autres milieux. Lequel des deux est le meilleur agent de changement selon vous? Bien, oui. Puis c'est pas parce qu'il est plus jeune. Peut-être qu'il a le même âge, mais c'est parce qu'il a vécu autre chose. Il a vu une diversité de situations. Le coach agile, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut former avec une formation de 3 jours. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience, qui a vécu des choses, qui a eu des échecs, qui a peut-être été membre d'une équipe, qui a été Scrum Master, qui a été entrepreneur, qui est devenu coach, qui a été mentoré par d'autres coachs, qui a fait une panoplie de formations sur l'agilité, qui est venu dans différents Agile Tours. Mais l'employé syndiqué qui est là depuis 30 ans, j'ai rien contre lui, mais à mon avis, il n'a pas vu beaucoup de diversité dans son organisation. Même s'il connaît tous les aspects de l'organisation, il a vu juste cette culture organisationnelle. Et comme je disais un peu plus tôt, le virage agile, c'est un changement de culture organisationnelle. Donc, si on veut changer la culture, on peut difficilement le faire avec des gens qui baignent dans cette culture-là. Hein? C'est comme un pot de cornichon. Si vous prenez un concombre, vous le mettez dans le pot de cornichon, si vous le laissez trop longtemps, il va devenir un concombre lui aussi, un cornichon lui aussi. Mais si vous voulez de la diversité, ça prend des concombres, ça ne prend pas des cornichons. Donc, que faire aussi des rôles émergents? Parce que si on impose des rôles comme Scrum Master, Product Owner et Coach Agile et qu'on dit maintenant, ça fait partie de l'organigramme, mais qu'est-ce qui arrive si on veut essayer le Kanban et là, on se retrouve à avoir potentiellement des rôles qui émergent, par exemple le Flow Manager ou le Demand Manager ou le Delivery Manager. Ces rôles-là ne concordent pas avec les rôles Scrum. Donc là, on s'est un peu peinturé dans un coin. Je ne sais pas si c'est une expression qui existe en France, se peinturer dans un coin.
Non? Ça, c'est si vous peignez le plancher, là, puis là, vous êtes dans le coin. Comment vous faites pour sortir sans marcher dans la peinture? C'est se peinturer dans un coin. Et donc, ça veut dire que, en quelque sorte, vous êtes prisonnier de ce que vous avez fait. Et là, vous avez fait des efforts. Les ressources humaines ont dit, bon, parfait, on ouvre des postes, description de postes. Là, il y a des employés qui prennent ces postes-là. Et finalement, vous dites, ouais, mais là, on aimerait ça essayer le Kanban. Ouais, mais là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de PO en Kanban. On fait quoi? Bon, on va l'appeler PO quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais oui, j'entends, c'est pas très grave, mais pour changer la culture, il faut utiliser le bon langage. Parce que si on ne change pas le langage, on ne change pas la culture. Et donc, si on veut amener le Scrum, on amène les rôles de Scrum Master et de Product Owner, on ne va pas dire un chef de projet agile. Là, c'est comme on veut faire semblant d'être agile. Mais si on fait du Kanban, on veut avoir un Flow Manager potentiellement, pas nécessairement un Scrum Master. Puis on veut avoir un Demand Manager, pas nécessairement un Product Owner. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Maintenant, les Scrum Masters, je n'ai pas de slide pour les Scrum Masters. Vous pouvez embaucher des Scrum Masters à l'externe s'ils sont 100% dédiés au rôle de Scrum Master. Le Scrum Master va savoir s'adapter. Mais idéalement, ça commence par quelqu'un qui est déjà sur place, qui est déjà dans l'équipe et qui sera formé. Il a déjà l'expérience de l'équipe, il a déjà l'expérience de la culture organisationnelle. Le Scrum Master, c'est un peu comme un coach d'équipe. OK. Donc, ici, OK, c'est ça. Il faut revenir aux bases de l'agilité. Les rôles agiles sont des chapeaux et non pas des prescriptions. Donc, il n'y a pas... En fait, même on disait à l'époque qu'à terme, une équipe Scrum mature n'a peut-être même pas besoin de Scrum Master parce qu'elle fait tout elle-même. Rappelez-vous, le Scrum Master, il est là. Par exemple, oui, il va animer les rencontres, mais c'est quoi par rapport au daily? La responsabilité du Scrum Master, c'est s'assurer que le daily ait lieu. Il n'est même pas obligé d'être là. Donc, les Scrum Masters, l'idée, les coachs agiles, les Scrum Masters, c'est un petit peu un rôle temporaire. On est là, on accompagne, puis un jour, on va passer à autre chose. Soit qu'on va aider une autre équipe, ou soit qu'on quitte l'organisation parce qu'on était prestataire de service, consultant. Donc, à ce moment-là, on n'a pas nécessairement besoin de rester plus longtemps. OK, je pense que les autres conférences sont terminées. Je suis rendu à la conclusion. J'ai encore quelques points. Mais en résumé, les 6 raisons que j'ai découvertes, que j'ai observées, c'est ne pas savoir pourquoi, c'est le manque d'alignement et de leadership, c'est conduire la transformation en tant que projet, focaliser la transformation sur les équipes agiles, ne pas faire la différence entre un produit et un service et créer des postes permanents, des nouveaux postes pour remplir les rôles agiles. Selon moi, la cause de tout ça, en fait, ce qui est commun, c'est une mauvaise gestion de changement dans le virage agile. Et là, je veux m'avancer un petit peu sur c'est quoi la gestion du changement. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un changement? Il y a un avant et un après. Puis entre les deux, on a une activité qui a occasionné ce changement-là. Et qu'est-ce que la gestion du changement? Mais c'est une approche qui est systématique pour gérer la transition, la transformation des objectifs, des processus, des technologies d'une organisation. Et pourquoi on en a besoin? C'est pour aider les gens à s'adapter au changement. On veut mettre en œuvre des stratégies pour réduire la résistance, en fait. Donc, M. Peter Senge qui dit les gens ne résistent pas au changement, ils résistent à être changés. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens résistent? C'est quand il y a une attaque identitaire. Par exemple, des éléments stressants de la vie. Vous les connaissez sûrement, un décès, une séparation, une maladie grave. Même, ça peut être d'avoir un enfant, ça peut être un licenciement ou même de débuter un nouvel emploi. Ce qui est commun, c'est un changement identitaire. Donc, la personne son conjoint décède, devient veuve ou veuf,
un mariage, donc on devient des mariés. Avoir un accident, peut-être ça nous occasionne, on a maintenant un handicap, on n'est plus capable de marcher, peu importe. Donc, c'est un changement identitaire et ça amène une grande part d'inconnu. L'avenir est incertain, c'est inquiétant, c'est stressant, ça crée de l'anxiété et peut-être les gens se sentent démunis. Donc, c'est la même chose si les gens changent de rôle, de poste ou même d'emploi. Donc, l'inconnu ou le changement amène l'inconnu et l'inconnu pourrait être un danger. Donc là, il y a plusieurs façons de réagir au danger. Donc, si vous tombez face à face avec un ours au coin de la rue, bien, vous allez soit vous battre, vous défendre, soit vous allez figer, soit vous allez vous sauver. Et donc, c'est un peu ça qui arrive dans les organisations quand il y a un virage agile. Il y a des gens qui vont subir, qui vont geler, qui vont rien dire, rien faire, mais qui ne vont pas non plus contribuer. Il y a des gens qui vont se battre, qui vont carrément saboter les efforts. Puis il y a des gens qui vont quitter l'organisation. Mais ce qu'on aimerait, c'est la quatrième option, c'est que les gens contribuent et adhèrent à ce virage agile. Et donc, le virage agile, c'est un changement de mentalité, c'est un changement dans les façons de travailler, ça doit être guidé. En fait, on doit guider l'évolution des façons de travailler. Notre but, c'est d'atteindre des meilleurs résultats et ça ne devrait pas attaquer l'identité des individus. Maintenant, attention, dans beaucoup de transformations agiles que j'ai vues, c'est, on a les coachs, mais parfois on a aussi des consultants en gestion de changement. Mais si ces gens ne connaissent pas l'agilité, ces gens vont vouloir faire une gestion de changement linéaire. Mais on l'a dit plus tôt, le virage agile, c'est non linéaire. C'est une évolution. C'est une évolution. Donc, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de one size fits all, il n'y a pas de meilleure, bonne ou mauvaise pratique. Il y a seulement les pratiques appropriées au contexte. Le contexte va évoluer, les pratiques doivent évoluer aussi. La maturité organisationnelle plus profonde, une maturité organisationnelle plus profonde va faciliter l'évolution. La maturité est influencée par la maturité des leaders. Donc, on est un peu bloqué par la maturité des leaders. Donc, le changement évolutif, ce n'est pas linéaire. Et c'est ce qu'on prône aussi dans la méthode Kanban, c'est une gestion de changement évolutive. Et on a 3 principes. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe en J. Là. Vous la connaissez. Là. Il y a le modèle de Tucker aussi qui est pour la formation des équipes. C'est un peu le même principe. C'est au début, vous avez une certaine performance. Ensuite, vous allez avoir un creux, une tempête, avant de remonter. Et là, durant le virage agile, il faut que nos décideurs aient une certaine patience pour passer à travers cette période de tempête. Et donc, les 3 principes en gestion de changement, quand on parle de changement évolutif, c'est commencer là où vous êtes avec ce que vous faites actuellement. C'est-à-dire, il faut comprendre les processus actuels tels que pratiqués. Il faut découvrir les flux de valeur dans l'organisation. Ils existent déjà. Il faut respecter les rôles existants, les responsabilités, les titres. Les rôles agiles deviennent des chapeaux pour des gens qui sont déjà là. On ne les change pas nécessairement de rôle. Il faut aller obtenir l'accord de tous de poursuivre une amélioration à travers un changement évolutif. Donc, ça, c'est un peu ça, c'est faire des essais, des expérimentations, garder ce qui fonctionne et rejeter ce qui ne fonctionne pas. Encourager les actions de leadership à tous les niveaux. Donc, le leadership, c'est important, mais ça prend un alignement aussi. Et donc, tout ça, c'est un peu, en quelque sorte, rattaché aux 7 niveaux de maturité organisationnelle qui existent dans ce qu'on appelle le KMM. En anglais, c'est le Kanban Maturity Model. Mais attention, ce n'est pas à propos du Kanban, c'est vraiment à propos de la maturité organisationnelle. Et les 7 niveaux sont, dans le fond, une évolution. Et si vous remarquez, au niveau 1, on est axé équipe. Donc là, dans un virage agile où on essaie d'installer tout le monde des équipes Agile Scrum, et même parfois, on va mesurer la maturité agile de l'équipe, mais on est en train de se peinturer dans un coin. On est en train de se dire, bien, nous, on va s'arrêter au niveau de maturité 1, qui est l'équipe. Alors qu'on oublie parfois, il y a un client derrière. Donc, le niveau 2, c'est l'orientation client. Le niveau 3, adapté à notre raison d'être. Niveau 4, à l'abri des risques.
Niveau 5, leader du marché. Et niveau 6, conçu pour la survie. Donc, si vous regardez à gauche, j'ai mis, puis c'est un peu un des sujets dans la keynote ce matin, tout ça, c'est relié à des niveaux d'antifragilité. Donc, fragile, résilient, robuste et finalement antifragile. Et donc, comment on fait pour faire évoluer l'organisation? Mais là, dans le KMM, il y a des tonnes d'informations qui existent. Il y a des posters comme ça. Là, je vous montre quelques extraits. Donc, ici, vous remarquez, là, donc ça, c'est la loupe. Ici, ce qui est dans la loupe, c'est ça ici, c'est les valeurs culturelles. Donc, quelles sont les valeurs qu'on peut observer dans l'organisation qui nous démontrent qu'on est à ce niveau-là? Et ce que ça nous dit aussi, c'est qu'on est un petit peu bloqué par le niveau de leadership du leader en place ou des leaders en place. Par exemple, si vous êtes dans une organisation axée équipe, puis vous aimeriez en tant qu'agiliste ou en tant que prestataire de service, vous voulez essayer de les amener au niveau orientation client, bien, si vous êtes pris avec un leader niveau 1, qui, entre guillemets, qui a le titre de égoïste, bien, vous ne pourrez pas amener l'organisation au niveau 2. Ça vous prendrait un leader qui a une plus grande maturité. Parce que le risque, c'est quoi? C'est vous allez introduire des pratiques qui vont être rejetées par cet individu-là parce qu'il ne les comprend pas, ça lui fait peur. Et donc, ici, dans le KMM, on a aussi ce qu'on appelle la cartographie des pratiques, qui permet de comprendre qu'est-ce qu'on doit insérer dans l'organisation comme pratique, à quel niveau pour pouvoir transitionner au prochain. Donc, on a des pratiques de consolidation pour vraiment stabiliser là où on est et des pratiques à introduire pour essayer d'amener, de tirer vers le haut ou de tirer dans une plus grande profondeur l'organisation. Et donc, ça, c'est un peu... Ici, on a un exemple. Là, dans le fond, la cartographie, elle est axée sur les 6 pratiques dont j'ai mentionné un peu plus tôt, les 6 pratiques: visualiser, limiter le travail en cours, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Autrement dit, c'est quoi notre pratique de visualisation du travail? Puis évidemment, probablement, niveau 0, il n'y a rien. Niveau 1, on commence avec un tableau, peut-être un tableau de tâches, et éventuellement, on veut un tableau d'équipe. Au niveau 1. Après ça, au niveau 2, on veut peut-être un bout en bout avec le client. On va commencer à fusionner des flux de travaux pour essayer de voir un flux de valeur plus large. Et donc, tout ça. Donc, ça, c'est dans le KMM aussi. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ça doit être une évolution qui est guidée. Et donc, dans le KMM, on a ces 3 piliers. On a les pratiques, les résultats et la culture. Et on dit les résultats suivent les pratiques suivent la valeur suit, les pratiques suivent la culture suit les valeurs. Donc, il faut commencer par les valeurs. Donc, il faut vraiment travailler les valeurs organisationnelles pour pouvoir aider à monter graduellement la maturité en insérant les bonnes pratiques au bon moment. Donc, souvent, les transformations agiles se limitent aux pratiques. On installe des équipes Scrum, on fait des daily, on fait des sprints de 3 semaines, on fait des revues, des rétrospectives. Ça, ce sont des pratiques. Ce n'est pas un gage d'agilité d'affaires. Il faut aller plus loin. Maintenant, selon le contexte, le changement va être plus facile ou plus difficile. Si vous avez, ça, c'est un autre élément, c'est la sociologie. On parle de l'innovation, la confiance, la cohésion. Évidemment, si vous êtes plus libéral versus conservateur, c'est plus facile, libéral. Si vous avez une grande confiance, les gens se font confiance, c'est plus facile. Si la cohésion, elle est, si vous êtes soudé, si vous avez des liens serrés, c'est plus facile que si vous êtes, s'il n'y a pas de cohésion. Donc, tout ça, ça fait partie du KMM. Et le KMM, ça vient de la Kanban University. Ce n'est pas à propos du Kanban, c'est à propos de l'évolution de la maturité organisationnelle. Et il y a une partie du contenu qui est gratuit sur KMM, sur Kanban Plus maintenant, Kanban.plus. Et c'est considéré comme un plan de match pour atteindre une agilité d'affaires. Et j'arrive à la période de questions. Combien de temps il me reste? On a le temps, oui? OK, j'entendais des cloches là-bas, je n'étais pas certain. Il reste 30 minutes? Bon, bien, question? Oui.
Ah, c'est très long, oui. Bien, en fait, ma réponse à ça, c'est ça peut être entre 1 heure et demie et 6 ans. Non, mais je vous raconte une histoire, OK? Donc, moi, quand j'ai commencé ma carrière de coach agiste en 2015, et dès 2016, je commençais à donner de la formation puis à faire de la prospection dans une firme de consultation agile à Montréal. Et un jour, il y a un client qui appelle, on m'envoie sur le rendez-vous pour essayer de vendre nos services. Et donc, je m'assois avec eux. C'est une entreprise d'ingénierie. Ils fabriquent ça s'appelle Sanuvox. Ils font des systèmes qui filtrent l'air avec des rayons UV. Donc, ils ont eu un grand, grand succès durant la pandémie. Mais moi, je les rencontre, c'était autour de probablement 2017, je pense, peut-être 2018. Et donc, je m'en vais les voir. Ils sont dans l'ouest de Montréal et ils s'assoient tous là. C'est tout petit le bureau. Ils s'assoient tous devant moi, puis ils me demandent, donc je fais comme mon pitch, comme on dit, un pitch de vente. Fait que là, je leur explique c'est quoi l'agilité, tout ça. Je leur parle pendant 1 heure et demie, puis là, je leur pose des questions. Qu'est-ce que vous faites, tout ça, vos produits? Puis là, ils me disent, mais nous, notre problème, c'est que les vendeurs vendent un peu n'importe quoi. Ils promettent tout et n'importe quoi aux clients. Mais nous, les ingénieurs, le problème, c'est on doit faire en sorte que nos produits respectent les normes internationales. Par exemple, quand vous voyez un produit, puis si vous voyez le CE, c'est une norme. Puis bon, il y a des normes européennes, des normes canadiennes. Puis, ben là, le vendeur vend un peu n'importe quoi, mais comment on fait pour aligner le produit sur mesure avec les normes? Ben, j'ai dit, ben, votre problème, il est là. Votre problème, c'est que vous devriez créer des produits, puis après ça, les vendeurs vendent les produits que vous avez créés et non pas l'inverse. Ça reste comme ça. Fait que là, 2 semaines plus tard, je les rappelle pour voir si je peux obtenir un mandat de consultation, une mission. Puis là, ils me disent, hey, écoute, avant, quand tu es venu nous voir, là, on était 1 an et demi en retard. Là, on est 6 mois en avance. Donc voilà. J'ai eu $0 de cette rencontre. Mais c'est ça, la réalité, c'est que les gens ne voient pas les choses de la bonne façon. Puis parfois, ils ont juste besoin d'un avis extérieur pour vraiment changer les mentalités. Puis là, je n'ai pas reparlé à ces gens depuis. J'aimerais vraiment les revoir pour comprendre où est-ce qu'ils en sont. Mais après, durant la pandémie, ils ont eu un très, très grand succès parce qu'ils ont développé des produits de filtration d'air pour les classes dans les écoles. Donc, c'est un matériel qui est positionné en hauteur, là, puis avec des rayons UV, ça tue les germes. Donc, 1 heure et demie. Oui? Ah oui? OK, je ne l'ai pas vu. Bien, comme je disais, Proxy PO, c'est quand le vrai PO n'est pas disponible. Donc, il est du côté des affaires, potentiellement. Et là, nous, on a besoin de quelqu'un dans l'équipe qui gère le backlog parce que c'est une tâche administrative, le backlog, mais le vrai PO, il ne va pas s'abaisser à faire ça, voyons. Donc là, on met un scribe, un proxy PO, quelqu'un qui est en quelque sorte la secrétaire du PO, du vrai PO. Mais je dis toujours, ça prend le vrai PO et ça doit être la bonne personne. Dans beaucoup de transformations agiles que j'ai vues, on dirait que tout le monde veut être PO, comme si c'était un prestige d'être PO. Et donc là, on se retrouve à parfois avoir 3, 4, 5 PO, alors qu'il ne peut y en avoir qu'un, comme le Highlander. Oui, bien, ça, c'est une autre histoire que je vous raconte. Donc, c'était une de mes premières expériences de coach. Et là, on m'envoie dans une entreprise de télécom, donc télévision, Internet, téléphonie mobile. Et là, c'est une équipe, on fait un virage Scrum. Donc, ils veulent adopter le Scrum. Et là, moi, je ne les connais pas. J'arrive là, puis bon, on se réunit dans une salle, une grande salle.
Et là, il y a à peu près 8-10 personnes autour de la salle. Et là, je commence à écrire au tableau. Donc, moi, comme facilitateur, j'écris au tableau les noms, les rôles. Donc là, il y a le directeur de l'équipe, il y a le chef de projet, 2 architectes de solutions d'affaires, analyste fonctionnel 2 fois, analyste d'affaires 2 fois, analyste technique 2 fois, ta. Là, je me retourne. J'ai fini le tour de table. Puis là, je leur demande, mais ils sont où les développeurs? Fait que là, ils me disent, ah, mais tu sais, on a 3 mecs en Inde. Fait que là, il y avait comme 8 chefs, 3 Indiens. Et donc, on a cette expression, mais au Québec, on ne l'utilise plus parce que c'est pas correct politiquement, mais on dit il y a plus de chefs que d'Indiens. Autrement dit, on fait référence à anciennement les Autochtones. Donc, les chefs, les tribus amérindiennes avaient un chef des Indiens. On les appelait Indiens, mais aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme-là. Mais ça m'a fait penser un peu à ça. Il y a 8 chefs, puis il y a 3 gars en Inde. Et donc là, évidemment, Montréal et l'Inde, le décalage horaire, c'est 9h30 de décalage. Et donc, ça veut dire que dans l'après-midi, pour nous, ben, eux, ils ne sont plus au bureau. Là, ils ont quitté. C'est la nuit. Donc, on peut seulement leur parler comme le matin, entre 8h et 10h le matin. Donc, sinon, ils ne sont plus là. Et donc, dans cette organisation-là, le grave problème, c'est qu'il y avait un énorme gaspillage de perte de temps parce que le prestataire de service qui sous-traitait en Inde, donc pour parler aux gens en Inde, les développeurs, il fallait passer par le bureau de Montréal qui, eux, faisait le relais en Inde. Et donc, ça revenait et ça pouvait prendre une semaine pour avoir le retour. Donc, moi, je leur ai dit, mais on va arrêter le kick-off Scrum maintenant. On s'organise pour avoir les développeurs autour de la table. Et donc, au début, c'était la pieuvre audio au milieu de la table. Puis, après, j'ai exigé qu'on ait des caméras. Donc, c'est des entreprises qui font des millions, voire des milliards par année en revenus. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas avoir une caméra webcam, même en 2015 à l'époque, 2015-2016. Et plus tard, ben, on a dit, OK, caméra, tout ça, mais est-ce qu'on peut les faire venir à Montréal? Donc, ils ont envoyé des Indiens à Montréal. Et ça a complètement changé la dynamique. Même après qu'ils sont retournés, ça a changé complètement la dynamique. Mais c'était quoi déjà ta question? Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça prend, dans une équipe agile Scrum, ça prend des développeurs. Il faut que ce soit la majorité de l'équipe. C'est des gens qui produisent quelque chose. Et donc, dans ce cas-ci, ils avaient plus de chefs que de développeurs. Et donc, après certaines projections, on s'est rendu compte que le projet allait être excessivement long avec juste 3 personnes. Donc là, ce qu'on s'est dit, ben OK, mais les analystes, peut-être qu'ils peuvent faire un peu de développement. Ce que je me suis rendu compte, c'est que dans cette entreprise-là, ils avaient fait une transformation quelques années auparavant et ils s'étaient dit, ben on va envoyer tout le développement à l'externe avec des prestataires. On va garder juste l'analyse à l'interne. Mais les analystes, c'était des anciens développeurs. Donc là, ils se sont mis à développer aussi, pas nécessairement à 100%, mais ça a grandement accéléré le. Et donc, ce projet qui avait été estimé, heureusement, ce qui est intéressant avec ce projet-là, il avait été estimé en mode conventionnel waterfall pour 25 semaines et 840 quelques mille dollars de frais. Et finalement, on l'a terminé en 14 semaines, ça a coûté 400 000. Donc là, à partir de là, moi, j'étais là à temps partiel 3 mois. C'était ma mission. Et donc, ils m'ont renouvelé à temps plein pendant plus d'une année. Et donc là, on a refait ça, l'expérience avec d'autres équipes après. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Maurice, le pirate. Et donc, voilà. Oui. Bien, moi, je pense qu'il faudrait aussi former les gens au recrutement. Les gens de ressources humaines sont généralement pas très connaissants de c'est quoi la différence entre un Scrum Master, un coach agile et un chef de projet, un product owner. Donc, il faut vraiment, vraiment que ces gens apprennent ça parce que
ça fait effectivement des erreurs de casting. Moi, je reçois tout plein d'offres sur LinkedIn de Hey, on a un super rôle de Scrum Master dans une boîte, tu vas avoir beaucoup de plaisir. Ben oui, mais c'est parce que je suis plus au niveau Scrum Master. Je fais de la consultation en agilité plus niveau organisationnel et avec le Kanban, tout ça, je suis plus à la même place. Mais donc, je pense qu'il y a ça. Maintenant, c'est sûr que les gens qui décident, qui disent oui à l'agilité, ils doivent comprendre l'agilité parce que ça doit suivre dans les discours. Quand je parlais le leadership et l'alignement, bien, les leaders en haut de l'organisation, ça doit s'ajouter dans les discours, cette initiative d'agilité. Ça doit faire partie de la culture organisationnelle. Donc, il faut que tout le monde en parle, en fait. Ça répond, oui? Oui, il y a une question là? Oui. Ouais. Ben, je pense d'avoir un pool de personnes qui comprennent l'agilité, à moins que ce soit des coachs ou des Scrum Masters, je ne vois pas que ça pourrait être interchangeable. Par exemple, PO, Scrum Master, Coach Agile, PO, parce que c'est vraiment des rôles précis. Le PO, en fait, le PO, le Product Owner, selon moi, c'est le rôle le plus important dans l'équipe Scrum. C'est la personne qui comprend le produit. Donc, ça peut être n'importe qui est déjà autour de ce produit-là qu'on peut former à être un product owner. Je pense que ça serait l'idéal, c'est ça. Parce que si vous dites, ben nous, on veut faire une transformation, on va embaucher tout plein d'agilistes, non? Ben oui. Ouais. Bon. Ben, OK. Donc, par exemple, Scrum Master, ça pourrait être un chef d'équipe. Chef d'équipe ou coach d'équipe ou Agile Master. Ah ouais? Ah oui, fusionner ensemble. Donc, peut-être pour un Scrum Master, chef d'équipe, ça pourrait. Pour un Product Owner, ça pourrait être un chef de produit. Je ne sais pas. Ben, ces titres-là, en réalité, les titres ne sont pas importants. C'est vraiment qu'est-ce que la personne fait. Donc, c'est sûr que si vous voulez recruter à l'externe, la façon qu'on recrute dans la vie, souvent, c'est avec des postes, des rôles. Donc, ça nous prend une description du poste. Mais il n'y a rien qui empêche de le faire de façon plus organique. Puis, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez avoir un kiosque ici à la Gilto puis dire, ben nous, on recrute, puis vous avez des conversations candides avec les gens, puis vous faites des offres, je ne sais pas, mais tout ça, tout ce qu'on fait dans la vie, des structures organisationnelles, des postes à combler, des descriptions de postes, c'est toutes des structures inventées par les humains et pour nous aider, mais il y a sûrement d'autres façons de faire. Il y avait d'autres. Oui. Ah, on va y aller avec la dame devant. Les dames d'abord. Oui, oui, allez-y, allez-y. OK. Mhm. Oui. Ben,
Bien, c'est sûr que ça, c'est un avantage, mais je vous donne un inconvénient, OK? Je vous raconte une histoire. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'un ami coach agile qui nous le raconte. Donc, ça se passe dans une entreprise d'assurance au Québec. Donc, ben, c'est canadien, en fait, c'est Toronto et Montréal. Donc, c'est pas un Canadien. Et donc, lui, il est là comme coach. Et là, il y a une directrice qui vient le voir et qui lui dit: Hey, tu sais quoi? Dans ton équipe, il y a un product owner. Mais dans l'organigramme, il n'y a pas de product owner. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, lui, il dit: ben, c'est pas vraiment un problème. On peut le rajouter dans l'organigramme, c'est pas très grave. Elle dit: mais non, on peut pas faire ça. Je pense on devrait le débaucher. Puis là, lui, il dit: ben attends, on va quand même aller consulter l'équipe. On va aller consulter l'équipe, voir si elle a besoin du PO. Donc, demande à l'équipe. L'équipe dit: hey, si vous enlevez le PO, nous, on est mort. On ne peut plus rien faire s'il n'y a pas le product owner. Donc, fait que le coach, mon ami, il dit: ben, tu vois, ils en ont besoin. Fait que là, elle repart, elle n'est pas très heureuse de la situation. Fait que là, lui, il s'en va en vacances, mon ami coach. Quand il revient, ce qu'il a appris, c'est qu'elle a escaladé le problème comme deux gestionnaires plus haut, un VP potentiellement, qui lui a dit: ben ouais, il n'est pas dans l'organigramme. Enlevez-moi ça, ce PO-là, il n'est pas dans l'organigramme. Donc, ça crée un problème dans les deux sens. C'est que là, si dans l'organigramme, on dit ben l'équipe doit avoir un PO et un Scrum Master, et là qu'on forme une équipe et qu'il n'y en a pas de disponible, ah non, mais on n'a pas de budget pour recruter un PO et un Scrum Master, on fait quoi? Ben non, on ne peut pas faire de l'agilité, on n'en a pas. Donc, dans ce sens-là, autant, oui, ça crée une légitimité dans certains cas, mais le côté obscur de ça, c'est que ça nous crée un carcan qu'on doit en quelque sorte respecter parce que l'organigramme, c'est la loi. Il n'y a pas de raison que ce soit la loi. Mais dans certains cas, surtout si c'est un milieu syndiqué, le poste ne disparaîtra plus jamais. Et donc là, ce qui arrive, c'est que si on dit ben on ne voudrait pas faire du Scrum, on veut faire du Kanban, puis on dit ben on ne veut pas un Scrum Master, on ne veut pas un PO, on veut un Flow Manager, ben là, ça n'existe pas, c'est pas dans l'organigramme. Donc là, ça cause d'autres problèmes. C'est un peu ça. Après, je ne dis pas faites-le jamais. Chaque entreprise va décider, mais bon, ça crée des problèmes potentiellement. Ça répond à la question? Oui? Ah, ben, il faut les faire pratiquer. Bien, c'est-à-dire là, on parle de la personne interne qu'on va former comme étant un product owner. Ben, après, c'est de lui faire confiance et de le faire former effectivement. Ça peut être certifiant, non certifiant, mais il y a tellement d'informations sur Internet. Je peux vous donner Là, je ne l'ai pas à portée de main, mais si vous cherchez sur YouTube, Agile Product Ownership in a Nutshell, OK, par Henrik Neberg. Regardez cette vidéo-là. Si quelqu'un devient PO, vous lui faites regarder cette vidéo-là. Moi, c'est comme ça que je suis devenu, que j'ai ancré mes connaissances de l'agilité, surtout du Scrum, quand j'étais débutant coach agile. Je regardais cette vidéo-là en boucle plusieurs fois par semaine. Je la regardais. Puis ça m'a permis de vraiment ancrer tous les concepts de c'est quoi le développement de façon itérative avec la création de la valeur, la communication avec les parties prenantes. Et donc, cette vidéo-là, elle résume le rôle très bien. Je pense que sans être obligé d'avoir une formation certifiante et tout, on peut apprendre le rôle et il faut surtout le pratiquer pour devenir meilleur. Excellent. Donc, oui. Oui, comme un coach, oui.
Ben, moi, j'opterais pour cette option-là, accompagner les gens qui sont déjà sur place. Si vous êtes en mode plutôt projet conventionnel, ben, c'est sûr que c'est un changement de mentalité. Moi, je l'ai vécu. Quand j'étais, l'histoire que je vous racontais chez Job Boom, la première année, je suis arrivé chez eux en février 2008. Puis la première année, là, jusqu'à janvier 2009, on était en mode waterfall. Donc, c'était, nous, on faisait du développement, on envoyait ça, il y avait une équipe d'assurance qualité, puis après ça, il y avait une tierce équipe qui faisait le déploiement. Et donc, en 2009, début janvier, février, on s'est fait former Scrum. Et là, on a vraiment tout changé. Donc, mais on avait l'appui de la direction. C'était pas nous, c'était pas un coup de tête, là. On a été formé par des consultants externes. Et il y a le chargé de projet qui est devenu le Scrum Master. Puis le directeur, les directeurs ont pris le chapeau de Product Owner. Quand je disais qu'il y avait plusieurs Product Owners, c'est parce qu'en fait, notre produit avait comme 3 facettes et donc chacun gérait une facette et on a développé une seule facette à la fois pour la refonte. Puis après ça, ben, on faisait plus de l'opérationnel. Donc, vraiment, on a formé les gens à l'interne. Je pense que c'est la meilleure façon, mais c'est correct aussi d'embaucher des gens à l'externe, mais mon message, c'était si il n'y a personne dans votre entreprise qui comprend la vision du produit que vous voulez développer ou livrer à vos clients, mais c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire que vous ne connaissez même pas ce que vous faites. C'est comme impensable. Et soit ça, ou vous savez très bien ce que vous faites, mais pour vous, le product owner, c'est un scribe. C'est quelqu'un qui va juste répéter, qui va écrire des tickets dans un backlog basé sur ce qu'on lui dit de faire. Et donc ça défait un peu le principe de l'équipe agile et du product owner. Oui, oui, vas-y. Oui. Oui. Merci. Ah, j'ai oublié. Juste un instant, je vais juste mettre. Merci aux sponsors. Si jamais vous voulez faire un rôti, je vais vous mettre ça. Excuse-moi, vas-y. Ah, excuse-moi. Tu disais product owner, blablabla. Bla, bla. Non, recommence. Ouais. Oui. Oui. Ben écoute, quand je disais la personne, en fait, c'est le rôle Scrum le plus important dans les rôles Scrum. Product Owner, c'est le rôle le plus important, mais c'est sûr que l'équipe est importante. C'est normal, c'est elle qui fabrique. Le fait, dans le fond, ce que tu me dis, c'est elle a des idées pour faire évoluer le produit, c'est ça? Bien, certainement. Mais il faut voir que quand on fait un virage agile, généralement, on n'invente pas de toutes pièces des nouveaux produits. Les produits, ils existent déjà. C'est juste qu'ils sont gérés en mode projet, potentiellement. Donc, c'est possible qu'on a déjà une équipe ou du moins un cœur d'équipe qui existe, qui est là. Et là, on change la façon de travailler. On dit, ben maintenant, on va faire des sprints, on va avoir un backlog, on va utiliser un tableau pour voir notre avancement. Donc, ces gens-là, ils connaissent déjà le produit potentiellement. Le product owner, c'est que pourquoi c'est l'individu le plus important ou le rôle le- le plus important, c'est parce qu'il fait le pont entre les clients, les parties prenantes et l'équipe. Donc, l'équipe, oui, peut comprendre le produit à petite échelle, puis dire, ben, hey, on a telle idée, on pourrait rajouter telle fonctionnalité. Mais il faut valider en quelque sorte avec les clients si cette idée-là est bonne. C'est peut-être une super idée, mais s'ils ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien. Donc, on va mettre les efforts ailleurs. Et c'est un peu le product owner qui va trancher à ce moment-là, qui lui va valider avec ses clients est-ce que c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée. Et après, il va prioriser de cette façon-là. Mais ça se peut que toute l'équipe ait de très bonnes idées. Ben nous, chez JobBoom, c'est ce qu'on faisait. Hein. Moi, comme développeur, j'ai amené des idées. Il faut voir aussi que les gens qui développent, qu'ils soient ingénieurs ou peu importe, ce n'est pas des automates. C'est des gens qui réfléchissent, qui sont des spécialistes dans leur domaine.
Maintenant, il faut ancrer ça dans un besoin d'affaires aussi. Donc, c'est pour ça que le PO est important. Oui. Oui, mais je dirais qu'une équipe de développement sans PO peut avancer, mais il faut la nourrir en quelque sorte. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ils sont tous importants. Mais en tout cas, dans mon principe d'embaucher des gens à l'externe, oui, c'est ça, exact. C'est ça, c'est le. Oui. Ben, ils doivent l'apprendre, oui, effectivement. Oui, c'est ça, exact. Bien, le PO doit être capable de comprendre les deux langages, un peu le langage des affaires, et sans nécessairement être un pro en développement, il doit comprendre le langage technique parce que les développeurs vont l'influencer en disant oui, mais on a une dépendance, il faudrait la résoudre avant d'installer une nouvelle fonctionnalité. Bien, ça fait partie d'eux, mais il faut quand même voir que. Là, on parle d'équipe Scrum, mais comme je disais, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on veut comme agilité. Il y a en mode Kanban, en livraison de service, on n'a pas besoin d'un product owner, on a plutôt quelqu'un qui va faire la gestion de l'arrivée des demandes. Ça s'appelle le Demand Manager ou le Request Manager ou Service Request Manager. C'est la personne qui va un petit peu qualifier les arrivées des demandes, qui va les prioriser, puis après ça, l'équipe sait faire sa livraison de services. Oui, oui, oui. Ah, c'est nécessaire. Ils doivent faire partie de la transformation aussi. Je crois qu'il y avait une question ici, oui. JobBoom, oui. JobBoom, c'est un site web, produit, service. Mhm. Oui, ben parce que l'emploi, disons, l'entreprise qui veut recruter, elle, la façon dont consommer Jobbo, c'était à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, elle achetait des jours postes. Des jours postes, ça veut dire, ben, si j'ai un poste à afficher pendant 5 jours, ça m'a coûté 5 jours postes. Si je l'affiche pendant 10 jours, ça me coûte 10 jours postes. Si j'affiche 2 postes pendant 5 jours, ça me coûte 10 jours postes. Donc, elle payait je me souviens plus si c'était 30, 40, 50 dollars par jour poste. Mais donc, ça veut dire qu'une fois que le poste était affiché, il pouvait rester là 10 jours, 15 jours, 20 jours, ou jusqu'à temps qu'il décide de le retirer, ou jusqu'à temps qu'il trouve un candidat. Et donc, le candidat, lui, ben, c'était gratuit pour lui. L'utilisation du site était complètement gratuite. Donc, on crée un compte et on se met à chercher et on peut envoyer notre CV à un poste ou à un autre. Donc, l'idée, c'est que pour moi, la grande différence, un produit, c'est quelque chose que j'achète, je le ramène à la maison ou je le possède. Donc, ça m'appartient. Je l'utilise pendant un certain temps. Éventuellement, c'est désuet, je vais le jeter aux poubelles. Le service, je vais l'utiliser, je vais payer un certain montant par mois ou à l'utilisation. Et ben après, ça se peut que je n'utilise pas pendant des mois, des années. Donc, c'est ça la différence entre un service et un produit. Et à l'intérieur de l'organisation, généralement, on développe des produits pour l'extérieur, pour les clients. Et on va avoir des services, de la livraison de services à l'intérieur de l'organisation pour servir d'autres équipes. Par exemple, une infrastructure infonuagique, en français cloud. Donc, l'infrastructure cloud, ou ce que les gens font, enfin, un des postes que j'ai montré un peu plus tôt, à moins de vendre des infrastructures cloud à des clients externes, généralement, c'est une infrastructure interne pour héberger des applications internes. Donc, ça devient un service partagé à l'intérieur de l'organisation.
D'autres questions? N'hésitez pas, hein? Et donc, c'est ça, vous avez vu que je parle un peu de Kanban sans parler de Kanban. En réalité, le Kanban, c'est plus qu'un tableau, hein. C'est beaucoup plus qu'un tableau. C'est une méthode qui est ancrée dans des principes très profonds. On parlait de la théorie des contraintes, la loi de Little. Si on augmente le whip, on va étirer les délais. Donc, ça fait partie de... Et tout ça, ça existe en Scrum aussi. Et ça existe même si on n'en parle pas. C'est des phénomènes qui existent dans l'organisation. Plus on a de travail à faire, plus c'est long. Donc, l'idée de réduire le whip, imaginez un restaurant. Imaginez le restaurant, il est plein. Il est à pleine capacité. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a des nouveaux clients qui arrivent? On leur dit, ben désolé, il n'y a pas de table disponible. Vous pouvez attendre. Et là, s'il y a d'autres clients qui arrivent, mais là, il y a une file d'attente qui se forme. Ça, c'est le backlog dans le jargon agile. C'est la file d'attente. Et donc, pourquoi on a cette file d'attente? C'est qu'en fait, c'est qu'on va repousser l'engagement dans le futur. C'est qu'on ne veut pas nécessairement dire oui dès l'arrivée de la demande parce qu'on est déjà occupé sur autre chose. Comme le restaurant. Quand quelqu'un arrive et le restaurant est plein, on ne va pas commencer à lui préparer un plat tant que la personne n'a pas été prise en charge. Donc, la personne est assise dans le restaurant. Elle est dans la file d'attente. On ne prépare pas de repas pour les gens dans la file d'attente. Donc, on va terminer avec les gens qui sont déjà dans le restaurant. C'est la même chose en agilité ou en Kanban ou en Scrum. On va focaliser notre travail sur ce qu'il y a dans le tableau. Ce qui est dans le backlog, on ne s'en occupe pas. Pourquoi? Parce qu'on est déjà à pleine capacité. C'est pour ça qu'on va essayer de déterminer c'est quoi notre vélocité en Scrum et c'est quoi la whip limit idéale en Kanban pour justement trouver notre idéal pour rendre les choses le plus fluides possible. Et vous le vivez à tous les jours. Qu'est-ce qui arrive quand les routes sont pleines de véhicules? Ça fait des bouchons. Donc, il faut voir votre flux de travail, c'est comme une route. Si elle est pleine de tickets, si votre flux de travail est plein de tickets, c'est comme une route qui est pleine de voitures. Plus il y a de charge, plus c'est lent. Moins il y a de charge, quand il y a de l'espace, du mou, comme on dit, quand il y a de l'espace entre les véhicules, ça va vite. Vous pouvez rouler plus vite sur la route. Quand il n'y a pas d'espace, il y a un bouchon, ben, vous ne roulez pas vite. Et donc, tout ça, c'est pas... Kanban nous parle de ça, mais nous parle de plein d'autres choses. La culture organisationnelle, la difficulté du changement, les principes, tout ça. Donc, je vous invite à en lire plus. J'ai oublié de mettre ma slide avec ma liste de lecture, mais c'est pas très grave. Si jamais, contactez-moi sur LinkedIn. Puis vous avez la chance ici dans Grenoble d'avoir un monsieur Sébastien Goodwin qui est aussi adepte de Kanban comme moi. Donc, il est à votre portée si jamais vous avez des questions. Mais n'hésitez pas à me contacter, moi, sur LinkedIn, Pierre Leblanc, Pirate. Ah oui, allez-y. Hmm. Hmm. Non, c'est ça. C'est que, comment ça a commencé mon aventure avec le Kanban, c'est quand je suis devenu coach agile en 2015, puis ça faisait 3 années que j'étais Scrum Master temps partiel chez Morgan Stanley, et 3 années avant, j'étais membre de l'équipe Scrum chez JobBoom. Et donc, je deviens consultant en agilité, coach agile. Et on commence à m'envoyer donner de la formation, petite formation maison, le Scrum avec les Lego, tout ça. Puis il y avait une autre formation qui s'appelait Approche agile. Et un jour, j'arrive dans cette entreprise de télécom, mais c'est une très grande entreprise pan-canadienne. Mais je tombe dans une équipe d'opération IT. Et donc là, eux, je commence à faire mon discours, le Scrum, blablabla, les sprints, les rôles.
ben, il me regarde, c'est une formation de 2 jours, mais là, on est jour 1, il est 10 heures. Ça fait 1 heure et demie que je suis avec eux. Ils me disent, mais oublie ça, les sprints, c'est impossible avec nous. Même un sprint de 1 semaine, ça se peut pas parce qu'on change plusieurs fois de priorité par jour. Donc, c'est là que j'ai compris que, parce que moi, je viens du monde du développement, c'est là que j'ai compris que l'organisation, c'est plus large que des équipes de développement. Les opérations aussi, c'est complètement différent. Donc là, j'ai commencé à étudier le Kanban. Je leur ai dit, regardez, aujourd'hui, on va finir la journée, on va parler que de Scrum, on va comprendre pourquoi ça ne marche pas chez vous. Demain, on parle de Kanban. Donc là, j'ai passé la nuit blanche à lire sur Internet. Et je suis tombé amoureux de cette méthode. J'ai commencé, le lendemain, je leur ai enseigné ce que j'avais appris moi-même durant la nuit. Et ils ont adoré. Ils ont dit, c'est exactement ça qu'on a besoin. Et donc là, c'est là que j'ai eu le déclic. Et par la suite, je me suis fait certifier. Je suis allé chercher. Depuis que j'ai appris le Kanban, j'ai commencé à lire sur le Lean, les origines, tout ça. Et mes connaissances sur le fonctionnement des entreprises ont simplement décuplé depuis. Donc, c'est un peu pour ça. Et pour moi, c'est pas à propos de Scrum, c'est pas à propos de Kanban, c'est à propos de il faut s'organiser. Ça commence avec un client, ça termine à l'autre bout avec le client satisfait. Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe dans l'organisation? Il se passe plein de choses. Et donc, il faut organiser tout ça. Et la réponse, ce n'est pas une taille unique. Ce n'est pas tout le monde identique. Ça ne se peut pas. Et de mon expérience, Scrum, ça fonctionne, mais pas tout le temps. Ça prend des éléments clés, un contexte idéal. Et ce contexte idéal, il est plus rare, de plus en plus rare aujourd'hui avec la mobilité des gens et les nouveaux métiers et tout ça. Donc, c'est pas simple. Est-ce qu'on a d'autres questions? Combien de temps qu'il nous reste? C'est fini, hein, je pense. C'était jusqu'à 40 ou? Allez, une dernière. Personne? Non, mais c'est que dans le fond, la mobilité, les gens changent de poste gauche, droite. Donc, on va refaire la structure ou l'organisation des gens. Parfois, j'ai vécu des endroits où les gens ils deviennent bons dans un rôle, puis après ça, ils changent. Parce que, bon, pour leur propre carrière, c'est correct, c'est parfait pour eux. Mais ça vient un peu court-circuiter la stabilité. Dans la conf juste avant, on parlait de stabilité. L'équipe Agile Scrum, mais sa stabilité, c'est qu'elle ne change pas parce qu'à chaque fois qu'on rajoute quelqu'un ou même qu'on retire quelqu'un, on passe à travers le forming, storming, norming avant de redevenir performant. Donc, l'avantage d'une équipe dédiée, c'est qu'elle est stable. Mais souvent, dans les organisations, soit les individus ne sont pas dédiés ou l'équipe, elle est divisée sur plusieurs projets en même temps, en parallèle. Donc, ça revient à la même chose. On est à l'heure? Oui? Ah. OK. Mais il y a une réponse à ça. Je vais essayer de la faire courte. En Kanban, on va parler de throughput ou débit en français. C'est combien d'items sort par semaine. Et si on accumule l'historique de 7 semaines d'une équipe là, ou d'un groupe de travail qui est relativement stable, c'est-à-dire qui respecte les WIP limits, à partir de cette métrique-là, on peut se projeter dans le futur. Si on sait combien d'items on a dans notre futur backlog avec une marge d'erreur, il y a un système de calcul qui s'appelle le Throughput Forecasting, parfois connu sous le Monte Carlo. Ça permet de faire des projections, mais ça reste des statistiques et probabilités. Ce n'est pas des estimations, c'est des statistiques et
probabilité. Donc là, on peut arriver et dire, bien, on a 90% de chances de livrer les 200 items du backlog le 30 décembre. Mais après, c'est un peu comme le chat de Schrödinger. C'est quand on commence à jouer avec ça, ben, il faut réévaluer régulièrement parce que quand on fait des changements, quand on change de décision, on augmente le backlog, on diminue le backlog, ça va changer la projection. Ça prend un historique, c'est certain. Ben non, non, pas nécessairement, mais ça prend un historique. C'est que s'il y a une variation, c'est-à-dire, par exemple, une semaine, on a livré 10, l'autre semaine, on a livré 5, la troisième semaine, on a livré 15, ben, ça veut dire que c'est moins stable. Ça veut dire que la prédiction va être peut-être plus bancale, mais on a une moyenne quand même. Puis avec le throughput, le Monte Carlo, on va utiliser la moyenne pour se projeter dans le futur. Puis on peut ajuster le niveau de difficulté, le niveau de croissance potentielle du backlog et tout et tout. Mais c'est sûr que ça prend un historique. Bon, ben, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais c'est un monsieur Troy McGinnis. Selon lui, ça serait 7 semaines ou 7 sprints, si vous voulez, d'historique. Ça nous donnerait une bonne idée. Parce qu'on peut le faire avec la vélocité aussi. Hein. La vélocité, comme je disais, c'est un peu... c'est comme de dire, on donne une cote à des items, donc, mais c'est une forme de throughput quand même. Donc, ça fonctionne avec la vélocité autant que le throughput. Mais c'est ça la clé, c'est que le problème dans beaucoup d'organisations, c'est complètement instable. Les gens, ils changent d'équipe toutes les semaines, puis donc, donc c'est ça, la stabilité, c'est clé. En Scrum, la stabilité, c'est on ne change pas la durée des sprints et on ne change pas la forme de l'équipe. Et s'il y a des gens à temps partiel, c'est pas grave, mais il faut qu'ils soient toujours, par exemple, à 50 ou toujours à 60 à chaque semaine. C'est stable. En Kanban, la stabilité, c'est le respect des WIP limits et on ne peut pas changer à tout bout de champ les limites. Donc, c'est ça qui va faire que le flux de travail est stable. D'autres questions? Sinon, vous pouvez me voir après. Hein? C'est bon? Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. J'espère que vous avez appris quelque chose. Puis, n'hésitez pas à me contacter aussi sur LinkedIn. Je vais vous répondre dès que je peux. À bientôt.